Bonjour, mon nom est Philippe Charlier. Je vais vous parler des maladies, certaines étant tropicales, qui ont tué nos grands hommes. En fait, le sujet dont on va parler maintenant, c'est ce qu'on appelle la paléomicrobiologie. C'est en fait un mélange entre la médecine légale, l'archéologie et l'anthropologie. Et vous allez voir que ces différents outils, mis les uns à côté des autres, nous permettent de remonter un tout petit peu le fil du temps et de faire littéralement parler les morts. Avant toute chose, je déclare n'avoir absolument aucun conflit d'intérêt en rapport avec le sujet et la seule limite que je puisse avoir est de vous assurer que tous les patients dont je vais vous parler sont morts dorénavant. Alors, beaucoup de patients historiques sont passés dans le laboratoire anthropologie, archéologie, biologie que j'ai la chance de diriger à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous les reconnaissez peut-être sur cette diapositive. Il y a Richard Cœur de Lion, il y a Robespierre, il y a Jeanne d'Arc, il y a Diane de Poitiers, Galilée, Henri IV, Descartes, Agnès Sorel, Louis XVI et bien d'autres. Et vous allez voir que chacun, à sa manière, a raconté un tout petit peu de lui-même à travers des bouts qui peuvent être des ossements, qui peuvent être des cheveux, des poils, des ongles, des fragments corporels plus ou moins bien préservés comme des cœurs embaumés, ou encore des papiers tachés de sang, et même un bureau, lui aussi taché de sang et de matière cérébrale. Alors, le premier patient dont je voudrais vous parler, et je les appelle bien des patients puisqu'ils sont passés dans des mains humaines, c'est Marat. Vous savez que Jean-Paul Marat, qui est notre confrère, est mort le 13 juillet 1793, assassiné par Charlotte Corday dans sa baignoire. Une scène qui a été bien décrite, notamment par un peintre, David, et vous voyez ici la description extrêmement réaliste du corps, plutôt du cadavre de cette victime, Jean-Paul Marat, gisant dans sa baignoire, tenant encore à la main un fragment de papier taché de son sang. C'est particulièrement réaliste à deux égards. Le premier, c'est le fait que Marat passait un temps fou dans sa baignoire, 15-18 heures à peu près, probablement en raison d'une maladie dermatologique chronique qu'il avait acquise depuis pas mal d'années et qui le poussait à faire des traitements médicamenteux, à la fois pour essayer de guérir, mais également pour diminuer les douleurs qui le tenaillaient. Le deuxième caractère extrêmement réaliste de cette peinture, c'est le fait qu'il y a des taches de sang sur ces papiers, et figurez-vous que de nombreux papiers qui étaient encore tenus par la main de Marat au moment de cet assassinat ont été préservés et sont maintenant conservés dans les archives de la Bibliothèque nationale de France, notamment un exemplaire de l'Ami du peuple, dont Marat était le rédacteur en chef. Et vous voyez que eh bien, les taches de sang sont extrêmement visibles, extrêmement nettes, et elles ont fait l'objet d'un examen médico-légal. Alors ce sang, il faut bien imaginer qu'il a coulé non seulement des plaies directes, donc des plaies par arme blanche au niveau du cœur et des poumons, faites par Charlotte Corday, mais également il y a eu des expectorations qui sont sorties par la bouche, qui expliquent quelques projections qu'on va voir sur les papiers. Et puis ce sang, il a également ruisselé tout le long de la peau de Marat, notamment au niveau des membres supérieurs, et donc il a emporté avec lui un tout petit peu de matière, si on peut dire, alors pas des cellules cutanées forcément, mais au moins des éléments bactériens, viraux, parasitaires et mycotiques éventuels qui avaient pu contaminer la peau de notre cher personnage historique. Alors je vous montre un tout petit peu à quoi ressemblent ces papiers. Vous voyez qu'ils sont assez nombreux, ils sont bien authentifiés, on a une très bonne traçabilité, notamment avec des attestations faites par les différents propriétaires, dont Anatole France, parce que c'est son père qui les avait récupérés. Et vous voyez ici ce à quoi ressemblent ces différentes projections avec des taches de gras. Ça ressemble un peu à une chromatographie ou une électrophorèse avec ce gras du sang qui va un tout petit peu en périphérie et la partie la plus cellulaire, la plus importante pour nous, hein, sur le plan microbiologique aussi, qui est au centre du papier. Alors dessus, on fait de la métagénomique, on fait de la métaprotéomique également, on fait de la lipidomique, énormément d'examens complémentaires. Vous allez voir comment on arrive à faire parler de tels restes sur le plan de l'état infectieux des personnages du passé. Le mode de prélèvement y est assez simple, un écouvillon tout simplement, un écouvillon sec, un écouvillon humide avec un matériau de protection des différents éléments, à la fois protéiques et lipidiques qu'on va examiner. Et puis ceci eh bien, est ensuite analysé en laboratoire. Alors, dans le cas de Marat, ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait des prélèvements sur le papier lui-même, sain, j'entends par là non taché par le sang, vraiment à distance des taches, au moins 10 cm d'écart, et puis sur le sang lui-même. Et on a essayé d'identifier des agents infectieux. Ce qui était le plus intéressant pour nous, c'était d'identifier des gradients. Des gradients avec 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus de présence d'agents infectieux. Et c'est ce gradient qui pour nous était diagnostique pour la mise en évidence d'agents infectieux du passé, ayant touché le patient Marat, ayant contaminé le patient Marat, versus tout simplement une contamination post-mortem tardive du papier dans des conditions de préservation qui peuvent être assez
chaotique, on va dire. Une des premières espèces qu'on a mis en évidence, c'est Malassezia. Et vous voyez qu'on peut même se permettre de faire de la phylogénie vis-à-vis de ces agents infectieux en voyant comment il y a pu y avoir des micro-évolutions au fur et à mesure du temps, mais également au fur et à mesure des différentes provenances géographiques de ces échantillons. Alors, quelles sont les espèces qu'on a retrouvées en l'occurrence? On a cherché de la syphilis, donc du Treponema pallidum, on a cherché de la scrofule, je pense que ça s'appelle maintenant plutôt de la tuberculose. On n'en a pas trouvé, j'entends par là, il n'y a pas de gradient entre les taches de sang et le papier, entre guillemets, sain. Pareil pour la lèpre, Mycobacterium leprae, on n'en a pas retrouvé de différence significative. Pareil pour la candidose, donc candida. Et pareil pour la scabies, c'est la gale, Sarcopte scabiei, on n'a pas de gradient entre le papier et les taches de sang. En revanche, on avait vraiment des gradients extrêmement importants avec des différences fois au moins 100, sinon 1000 ou 10 000, entre le papier et le sang pour Malassezia, donc c'est la dermite séboréique, pour le staph doré, et là c'est principalement l'eczéma atopique, et puis également Cutibacterium acnes, donc l'acné sévère. Et vraisemblablement, c'était les 3 agents infectieux qui ont touché Marat. Peut-être au début, c'était une infection purement mycotique qui, par grattage ou par surinfection, eh bien, s'est doublée d'une infection bibactérienne par le staph doré et par Cutibacterium acnes. Juste pour l'exemple et pour rappel, voilà à quoi ça ressemble. Malassezia, doublé de staph doré et doublé de Cutibacterium acnes. Donc quand même une infection assez importante, une co-infection en l'occurrence pour Marat, et pour laquelle on peut se poser vraiment la question d'une survie prolongée. Est-ce qu'avec 3 germes de ce style-là, un état vraiment de déchéance physique, de fatigabilité extrême, presque d'impotence même, d'après ce que nous décrivent certains témoins de l'époque, est-ce que Charlotte Corday n'a pas, plutôt qu'assassiner un tribun dans la force de l'âge et de ses fonctions, est-ce qu'elle n'a pas plutôt abrégé les souffrances de Jean-Paul Marat? Honnêtement, sur le plan historique et surtout sur le plan pathologique, on peut se poser la question. Alors on est allé même plus loin vis-à-vis de Marat, parce qu'on a la chance d'avoir son masque mortuaire qui est conservé dans de nombreuses institutions, et notamment au musée Carnavalet. Et vous voyez ici le scanner surfacique de Marat, sur lequel nous avons retendu de façon artificielle, mais extrêmement réaliste, la peau de cet individu avec... on n'a pas fait figurer les signes de la maladie, puisqu'on ne sait pas si le visage était touché, mais voici en tout cas quasiment la photographie la plus réaliste de ce à quoi ressemblait Jean-Paul Marat au moment de son décès. Autre patient dont je voudrais vous parler, le maréchal de Saxe. On est cette fois-ci un petit peu antérieur par rapport à Marat, puisqu'on est contemporain de Louis XV, et vous allez voir que c'est un homme qui, comme on disait à l'époque, portait beau. Il est mort à une 50aine d'années à peu près, il était protestant, il a eu des funérailles assez atypiques, avec une partition du cœur vis-à-vis du reste du corps, et c'est justement ce cœur embaumé que nous avons eu l'occasion d'examiner. Voici à quoi il ressemble. Sur le plan morphologique, on ne va pas aller très loin, parce que c'est une poudre de cœur mélangée avec des produits d'embaumement, mais il y a quelques éléments qui sont encore visibles, des petits lambeaux de parois ventriculaires gauche, des piliers, des valves, des cordages. Donc on est vraiment sûr et certain morphologiquement que c'est bien un cœur. Mais nous avons réalisé des examens en protéomique pour essayer d'en savoir un tout petit peu plus, à la fois sur son état de santé, mais également sur les différents procédés d'embaumement qui ont pu être utilisés pour celui-ci. Je vous montre quelques détails de cette poudre, et on voit quelques éléments cardiaques encore qui sont visibles. Je pense que c'est plus parlant pour un anapathe que forcément pour un clinicien qui n'est pas forcément habitué à voir ce genre de choses. Vous voyez que les examens se doublent aussi d'un examen en loupe binoculaire et en lumière ultraviolette, ce qui nous permet de mettre en évidence quelques éléments végétaux ou du fil de couture qui ont pu être utilisés à l'époque pour refermer le cœur après l'embaumement. Alors, cette diapositive est assez indigeste, mais elle vous montre un tout petit peu comment on fonctionne quand on fait de la métaprotéomique vis-à-vis de tels restes extrêmement importants. On va retrouver également des anticorps plus ou moins spécifiques dirigés contre tel ou tel agent infectieux. En l'occurrence, ce sont des anticorps dirigés contre la rage, dirigés contre le tétanos, dirigés contre d'autres agents infectieux encore qui nous signalent à chaque fois le fait que l'individu a été exposé, mais qu'il a survécu, on l'espère, à ces différentes maladies. Il faut bien imaginer qu'on est au XVIIIe siècle, il meurt en 1750, et à la fois le microbiome, mais également l'état pathologique des individus et l'état physiologique sont complètement différents
de maintenant. Si on voyageait dans le temps et qu'on était transporté en 1750, je ne pense pas qu'on survivrait très longtemps parce que notre organisme ne serait pas habitué à survivre aux virus, aux bactéries, aux pollutions, aux parasites, aux champignons qui sont présents à la fois dans l'alimentation, dans l'air et dans l'environnement dans sa globalité. Et même chose pour un voyage dans le temps dans le sens inverse. Si le maréchal de Saxe était transporté actuellement, je ne doute pas qu'il ne survivrait pas très longtemps, exactement pour la même raison. Et même la résistance aux agents infectieux ne peut pas être la même. À cette époque-là, le tétanos, la rage et d'autres maladies infectieuses font complètement partie, la tuberculose, par exemple, font complètement partie des maladies qu'on va rencontrer et qu'on va forcément croiser une ou deux fois dans son existence. Et la peste également. On connaît tous la Grande Peste, on connaît tous la peste de Marseille également dans les années 1720-1730, mais voilà, il y a d'autres formes de la maladie. Quand on parle également de tuberculose, la tuberculose actuelle n'a probablement rien à voir sur le plan à la fois clinique, mais également sur le plan microbiologique, avec la tuberculose de l'Antiquité gréco-romaine, du Moyen-Âge et même du XVIIIe siècle. Donc il y a vraiment une évolution à la fois clinique, mais également génétique, ce qu'on appelle une microévolution au fur et à mesure du temps, qui s'installe pour les agents infectieux. En tout cas, le maréchal de Saxe semble vraiment avoir survécu à ces différents agents infectieux dont il a croisé la trajectoire et dont il garde la trace encore sous une forme de métaprotéomique, en l'occurrence des anticorps spécifiques qui sont encore identifiables. Autre patient, vous voyez qu'on remonte un tout petit peu le fil du temps avec Saint Louis, autrement dit Louis IX, roi de France, qui est mort à Tunis lors de la 8e et dernière croisade. Croisade très mal préparée, il part sans eau, sans nourriture. Il est déjà extrêmement diminué sur le plan de sa physiologie, puisqu'il s'impose des privations de nourriture, quasiment carême 1 jour sur 3, voire 1 jour sur 2. Il porte le silice, il a donc des pertes de sang de façon un peu chronique, ce qui peut-être occasionne aussi chez lui une anémie relative. Donc il est vraiment dans un état qu'on pourrait qualifier sur le plan médical de débilité. Il arrive à Tunis, une semaine après avoir posé pied à terre, face à Tunis-Carthage, il va mourir, c'est la scène représentée dans cette enluminure, en s'allongeant sur un lit de cendres, et il va finir par expirer avec un tableau clinique qui est celui de saignements dans la bouche, de pertes muqueuses, de pertes d'échaussement dentaire, et puis une diarrhée sanglante qui finit par le faire quitter le monde des vivants. Il n'est pas seul, d'autres personnes dans son entourage présentent la même symptomatologie. On va parler de pestilence, et puis ça va être traduit comme une peste. Et d'ailleurs, toujours maintenant dans les manuels scolaires, eh bien on dit que Saint Louis est mort de la peste en 1270 à Tunis. Eh bien vous allez voir qu'il va falloir corriger un tout petit peu ça. Ça n'est pas la peste, c'est une pestilence avec une bactérie que nous avons tous dans la bouche, mais qui sur ce terrain-là particulier, eh bien est devenue pathogène. Alors, il n'avait pas que cette bactérie, notre cher Saint Louis. Juste pour vous raconter l'histoire, sur quels échantillons nous avons pu travailler, lorsque Saint-Louis meurt, le corps est partitionné. Le cœur est envoyé momifié à la Sainte-Chapelle, les viscères sont déposés à Palerme, en Sicile, puis à la chute des Bourbons sous Garibaldi au XIXe siècle, les viscères vont remonter jusqu'en France, être déposés un peu à Rome, et puis beaucoup à Versailles, dans ce reliquaire que vous voyez à droite. Et les ossements bouillis, eux, vont être déposés à la basilique Saint-Denis, mais ils ne vont pas rester très longtemps, car le petit-fils de Louis IX va faire canoniser grand-papa sous le nom de Saint-Louis, réouvrir le tombeau et ensuite l'éparpiller en donnant des reliques un tout petit peu partout dans le royaume et même extérieurement. Donc pour nous, que reste-t-il du coup de Saint-Louis? Eh bien des reliques éparpillées façon puzzle un petit peu partout en Europe et même en Afrique, en Asie, en Océanie et aux Amériques. C'est un corps de saint, donc il est universel sur le plan à la fois métaphysique, mais aussi sur le plan physique. Alors les viscères de Saint-Louis sont ces fragments que nous avons examinés principalement à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Voilà comment elle se présente, des petites pochettes de soie blanche avec des authentiques, des sceaux épiscopaux, et à l'intérieur, 2 grands fragments qui sont extrêmement bons, extrêmement forts, ça sent les épices, tout simplement, de 4 cm et 3 cm de grand axe, et l'examen microscopique nous a permis d'identifier des agents infectieux, notamment du Schistosomia hematobium, donc l'agent de la bilharziose urinaire, qui ne l'a vraisemblablement pas tué, mais on sait par son commentateur historique, Jean de Joinville, qu'il pissait de temps en temps rouge et dru,
Et c'est probablement une parasitose d'importation qu'il avait acquis lors de la 7e croisade, quand il était resté au moins une année en détention au Proche-Orient, et qu'il avait acquis cette infection parasitaire du tout l'arbre urinaire. Vraisemblablement, c'est pas ça qui l'a tué. On a commencé à avoir des arguments en faveur de la mort précise de cet individu quand on a travaillé sur la mâchoire inférieure de Saint-Louis, donc la mandibule, qui est conservée dans le trésor de Notre-Dame de Paris. On sait que cette mandibule est authentique parce que la datation carbone 14, les aspects génétiques, la morphologie et également la superposition de celle-ci sur une statue jugée extrêmement ressemblante par les historiens de l'art à Saint-Louis nous montre une correspondance anatomique parfaite. Donc on a vraiment des faisceaux de présomption extrêmement forts pour une caractérisation de la mandibule comme étant vraiment celle de Saint-Louis. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait des lésions assez caractéristiques sur celle-ci et qu'elle présentait notamment des pertes osseuses au niveau de canine prémolaire inférieur droit. On a travaillé également sur d'autres reliques qui sont le bras reliquaire de Saint-Louis à Prud'Homas dans le Lot et celui-ci, examen scanographique de ce reliquaire que nous n'avons pas ouvert, que nous avons respecté morphologiquement, a montré que ce n'était pas un os du bras, pas un os de l'avant-bras, mais un fémur, ce qui signifie peut-être que l'os est authentique, mais qu'il y a eu une erreur d'attribution anatomique. En tout cas, celui-ci n'a pas été très performant, si on peut dire, pour évaluer l'état de santé de cet individu. Non, notre diagnostic a été fait à partir de ces restes de viscères. L'agent infectieux que nous avons pu identifier, c'est Capnocytophagas putigena, donc un agent infectieux qui est une bactérie qui est présente chez tout le monde, vous, moi, à l'état, on va dire, saprophytique, en tout cas en équilibre avec le milieu ambiant, mais dans l'état pathologique que je vous ai décrit, qui est celui de Saint-Louis au moment de son décès, eh bien, malheureusement, ça a pris une vocation assez pathogène, occasionnant une infection locale, des pertes de sang, et les lésions qu'on a décrites, comme les lésions décrites par Jean de Joinville, s'accordent avec un scorbut. Et c'est sur ce scorbut, transformant littéralement la bouche de Saint-Louis en une boîte de pétri, qu'a pu se multiplier Capnocytophagas putigena, ensuite gagner tout le tube digestif et provoquer le décès de ce personnage historique. Bien entendu, d'autres bactéries ont été mises en évidence au sein des viscères de Saint-Louis. Vous les voyez ici. Vraisemblablement, elles n'ont pas joué de rôle direct dans le mécanisme de la mort. Elles peuvent également être d'origine post-mortem. En l'occurrence, on parle de flore ou de faune de putréfaction. Autre patient dont je voudrais vous parler, c'est Saint Léonard de Noblat. On continue à remonter le temps, puisque celui-ci est contemporain de Clovis. C'est un homme qui est extrêmement important, notamment pour la communauté des privés de liberté, des prisonniers, parce que c'est leur saint titulaire, si je peux dire. Alors lui, il existait une vieille tradition disant que Saint Léonard, qui est notamment adoré dans le Limousin, et dont les reliques se trouvent à Saint Léonard de Noblat, vous les voyez ici sous l'aspect d'un examen radiographique en train d'être fait, eh bien il existait une tradition disant qu'il était mort d'une infection du pied, qui ensuite s'était propagée à l'organisme et qui avait fini par le tuer. Eh bien, notre cher Léonard est conservé dans un magnifique reliquaire qui est sur l'autel principal d'une église à Saint-Léonard de Noblat, derrière d'ailleurs des grilles provenant d'une ancienne prison. Nous en avons réalisé un examen à l'occasion de ce qu'on appelle les ostensions limousines qui ont lieu tous les 8 ans. C'est quelque chose qui est classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et donc, avant, c'était classiquement un vétérinaire qui examinait ces reliques. Cette fois-ci, ils ont eu l'idée de les confier à un légiste, moi en l'occurrence, et donc nous avons remonté intégralement ces reliques en position anatomique sur la table de l'autel. Et on s'est rendu compte que, eh bien, il y avait 3 humérus, donc un de trop, vous l'avez compris, qui a très vite été exclu parce que morphologiquement il n'allait pas avec le reste du squelette. Tout le reste du squelette correspondait à un individu unique, masculin, d'âge moyen. Vous voyez ici le crâne qui est en excellent état de conservation, avec cet aspect poli, caractéristiques qu'ont les crânes de reliquaires, parce qu'ils sont à chaque fois... les gens viennent frotter des morceaux de tissu dessus pour rapporter ces reliques de contact, qui sont du coup des reliques secondaires, et les garder pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pour se protéger, notamment contre les épidémies. Mais également, les gens venaient se faire frotter des morceaux de tissu pour éviter d'être emprisonnés. Donc il avait vraiment un succès assez particulier, le Saint Léonard de Noblat. Vous voyez ici le crâne. Pas mal de dents qui sont perdues en post-mortem.
mortem. Et puis surtout, les ossements qui étaient le plus intéressants pour nous étaient ces deux os qui sont péroné ou fibula et tibia, des deux côtés, ainsi que les quelques os du pied qui étaient conservés. Donc les deux membres inférieurs, tarse et métatarse, présentaient des signes d'infection extrêmement importantes avec ostéite, atteinte également de la partie profonde de l'os, on peut parler d'ostéomyélite dans le cas présent, diagnostic confirmé par l'examen radiologique, et c'est sur ces fragments osseux que nous avons réalisé des examens en métaprotéomique. D'autres reliques ont également été examinées sur le plan médical, ici une vertèbre, là des fragments du bras, qui pour le coup étaient vraiment des fragments de bras, dans le cas présent, le tout portant les sceaux épiscopaux des différentes générations d'évêques de Limoges qui se sont succédés et qui avaient la protection de ces reliques au fur et à mesure du temps. Donc, vous voyez ici l'examen radiographique qui nous a confirmé cette infection avec ces appositions périostées extrêmement importantes au niveau de l'ensemble des os des membres inférieurs, quelques os du tarse du côté droit et tibia péroné ou tibia fibula si vous préférez, à gauche et à droite, remontant même jusqu'au niveau du genou sur la partie distale, la partie inférieure des deux fémurs. Et donc, l'agent infectieux que nous avons mis en évidence, c'est Actinomadura bangladensis, c'est-à-dire l'agent du pied de Madura, une maladie dont on ignorait absolument l'existence en Europe pour cette période-là. Alors la période, c'est difficile. On sait que ces ossements et ces reliques sont connus depuis au moins le XIVe siècle. Sont-elles vraies? Sont-elles fausses? Je ne peux pas vous le répondre car nous n'avons pour l'instant pas encore obtenu l'autorisation de faire des examens type carbone 14 pour dater l'enseignement des restes. Ils sont au moins vieux du XIVe siècle, peut-être sont-ils contemporains de Clovis. Résultat, dès que nous aurons l'autorisation d'ouvrir le reliquaire, notre prochaine fenêtre, eh bien maintenant c'est dans 7 ans, puisque les ostensions étaient l'année dernière. Dans 7 ans, nous allons réouvrir à nouveau ce reliquaire, prélever cette fois-ci pour du carbone 14, peut-être de la génétique également, et là nous aurons une datation plus précise de ces ossements et du coup de l'infection qui a peut-être joué un rôle dans le mécanisme de la mort de cet individu. Il s'agit peut-être, vous l'avez compris, de Saint Clément. Dernier exemple est très rapide, cette fois-ci non pas sur un patient, mais peut-être une quarantaine de patients dont je voudrais vous parler. Nous partons au Bénin, dans le tombeau du roi Guézo, qui est contemporain de Napoléon III. C'est un roi vaudou sur le territoire de Abomey, territoire qui est connu des amateurs de culture parce que ces tombeaux et ces palais sont classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Il existait une tradition disant qu'au XIXe siècle, au moment de la mort de Guézo, les murs de son tombeau, vous allez les voir, n'ont pas été montés et réalisés avec de l'eau mélangée avec du mortier, de la terre, etc., mais avec du sang humain et des sacrifices vaudous. Sacrifices animaux, sacrifices végétaux, sacrifices d'eau lustrale, etc. Mais c'était une tradition. Et nous avons eu envie, avec une équipe interdisciplinaire du laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie, et également en lien avec les services du ministère de la Culture et d'Archéologie du Bénin et le commissariat à l'énergie atomique de Saclay et Marcoule, eh bien nous avons eu envie de travailler sur ces échantillons pour voir si l'histoire et la tradition disaient vrai. Et vous voyez ici que ce mur, dont vous voyez deux photos, eh bien, présente un aspect un petit peu pulvérulent. Nous avons fait des prélèvements extrêmement limités, d'abord par respect de l'intégrité architecturale du site, et puis également parce que c'est un lieu sacré, donc il fallait vraiment travailler sur des parties infimes. On parle vraiment de fragments, l'équivalent de plusieurs têtes d'épingle, pas plus. Et nous avons eu des résultats assez intéressants. Voici à quoi ressemblent un peu les lignes de prélèvement avec beaucoup de degrés de lecture qui nous ont renseigné autant sur des aspects protéiques de bactéries, de champignons, de virus, de parasites, et puis également d'éléments du corps humain. Et on a mis en évidence le fait que oui, c'est vrai, il y avait des éléments humains à l'intérieur, de la kératine, ça n'est pas très informatif, ça peut venir autant de la main de celui qui fait le mortier, qui fait le mur, donc le maçon, également tous les visiteurs, les personnes qui viennent poser les mains lorsqu'ils font des rituels encore maintenant. Donc cette kératine en elle-même n'est pas très informative. On a retrouvé en revanche de la kératine ou des fragments protéiques venant du lait de bœuf, de bovidés, donc de vaches, vous l'avez compris. Ça participe directement des rituels vaudous. On a retrouvé également des éléments en rapport avec du sang de poule, ou de poulet, ou de coq. On a retrouvé également des éléments de parasites qu'on retrouve, ce qu'on appelle du verre de céréales, du verre de blé notamment, ce qui témoigne indirectement de la présence de blé dans ces différents rituels. Et puis on a retrouvé aussi du sang
des éléments sanglants, en l'occurrence de l'hémoglobine, de l'albumine et d'autres éléments protéiques qui viennent du sang, et visiblement avec des profils individuels différents. Donc pas le sang d'un individu, mais au moins de plusieurs individus. Ainsi, il nous a été possible de confirmer ou pas, en l'occurrence bien confirmer de façon certaine et définitive, à la fois la présence de sang humain, mais également d'éléments du rituel vaudou tel qu'on le rencontre toujours maintenant avec sacrifice d'espèces végétales, notamment du blé, notamment du lait, notamment des œufs aussi, et puis du sang, en l'occurrence du sang de poulet, qui est quand même un des animaux les plus utilisés pour les rituels sacrificiels du vaudou. Et je vous en parle aussi de cette dernière étude parce que ce que nous sommes en train d'investiguer, c'est d'essayer de retrouver des éléments infectieux autochtones, en l'occurrence, notamment du paludisme, des éléments protéiques, pour savoir si oui ou non il y avait du palu parmi le sang humain qui a été répandu et utilisé comme mortier. C'est une étude qui est toujours en cours. Je n'ai pas encore le résultat pour cette présentation, mais je ne désespère pas de les avoir avant la fin de l'année. Ils feront évidemment l'objet d'une publication scientifique, comme cette étude, qui était vraiment une des premières utilisations de la métaprotéomique pour l'archéologie. Et vous voyez que ça dépasse même le simple cadre de l'archéologie, puisque ça nous renseigne aussi sur une technique qui est potentiellement utilisable ensuite sur une scène de crime, dans un contexte d'anthropologie médico-légale. Et puis ça nous renseigne aussi sur le plan, on va dire, de la biochimie, sur le plan de la bactériologie et des maladies infectieuses en général, sur la micro-évolution des agents infectieux, ne serait-ce qu'entre le 19e siècle et nos jours, et peut-être sur des périodes plus anciennes. On l'a vu avec le XIIIe siècle pour Saint-Louis, et puis peut-être pour des temps encore plus anciens, si les reliques de Saint-Clément sont vraiment les reliques de Saint-Clément. Je vous remercie.